L'Union soviétique est une terre assiégée. Les chars nazis ouvrent des chemins impitoyables de destruction à travers l'immense steppe, leurs chenilles de fer écrasant les champs jusqu'à les réduire en poussière et les futurs en désespoir. Ainsi commence une saga de fer et d'erreur, une histoire d'ambition démesurée et d'un choc avec la réalité que peu avaient su prévoir. Face au fracas des moteurs et à l'éclat des détonations, se déploie un paysage vaste et hostile, où la guerre n'est pas seulement un affrontement entre armées, c'est une confrontation avec la terre, avec le climat, avec la logistique et avec la volonté humaine. L'image est cinématographique. Des colonnes de blindés dévorant les horizons, des villages qui se recroquevillent sous l'ombre de l'acier, et des hommes et des femmes qui voient leur vie réduite à une succession de violence et de froid. Qu'est-ce qui a poussé Hitler à commettre la plus grande erreur stratégique de sa vie? Cette question traverse la brume des ordres et des cartes. Était-ce de l'orgueil, un mauvais calcul, ou un mélange toxique des deux? Comment a-t-on pu sous-estimer l'immensité et la résistance de l'Union soviétique, et surtout l'hiver russe qui ne connaît ni plan ni volonté? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles exigent de se pencher sur les salles de commandement, sur les tables où les fronts ont été tracés, dans les têtes qui calculaient les avancées, comme si les kilomètres étaient des chiffres sur du papier plutôt que du terrain, de la faim et de la mort. Au loin, chaque décision résonne. Une route coupée, des vivres qui n'arrivent pas, une colonne immobilisée qui devient cible et tragédie. L'opération Barbarossa apparaît ici comme une idée de grandeur et de ressources. L'Allemagne, à son apogée, lança vers l'Est un projet d'expansion qui ne cherchait pas seulement du territoire, mais aussi la sécurité stratégique et des ressources. Le plan, en théorie, est implacable. Dans la pratique, la réalité impose des conditions qu'aucun plateau de guerre ne peut totalement modéliser. Avancer sur une immensité qui se plie au froid implique plus que des blindés et des officiers. Cela exige des chaînes d'approvisionnement, des routes capables de résister et des troupes capables de supporter l'usure physique et morale. Sous-estimer l'ennemi fut, dans ce cadre, non seulement une erreur de renseignement, mais aussi un défaut d'imagination. Ne pas prévoir la capacité de résistance collective, l'adaptabilité et la volonté de combat de ceux qui défendent leur terre. Quelles décisions ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale? Voilà la deuxième grande question qui se cache derrière le bruit de l'artillerie. Entre les manœuvres et les ordres apparaissent des bifurcations. Avancer plus vite ou consolider les flancs, forcer une rupture ou sécuriser les lignes arrières. Maintenir l'arrogance de l'élan ou reconnaître la nécessité de repli et de réapprovisionnement. Chacune de ces décisions a un visage humain. Des soldats épuisés, des chefs signant des ordres avec une vue fatiguée, des conducteurs voyant les routes se transformer en pièges. Le drame ne réside pas seulement dans le choc des formations. Il se trouve dans la succession de petits échecs qui, accumulés, déterminent si une offensive se transforme en victoire éphémère ou en usure irréversible. Comment Hitler a-t-il sous-estimé l'hiver russe? En apparence, la nature elle-même fut l'adversaire le plus impitoyable. Le froid ne demande pas de drapeau, la boue engloutit les véhicules, la nuit prolongée transforme la logistique en impossibilité. Ce qui semblait une progression linéaire sur une carte se transforme en roue bloquée, en carburant qui n'atteint pas la ligne de front,
en tentes incapables de protéger. Le soldat qui marche héroïquement 1 kilomètre fait face au silence blanc qui réduit la distance à une agonie. La machine de guerre, sans prévoyance adéquate, est brisée par une météorologie qui ne négocie pas. Sous-estimer cet élément, en fin de compte, revenait à ne pas reconnaître que la guerre contre un peuple immense implique aussi la guerre contre sa géographie et son climat. Quelle leçon cette invasion a-t-elle laissé à l'histoire militaire et politique? Les leçons s'écrivent avec douleur et analyse. La planification seule ne suffit pas. Le renseignement doit intégrer les facteurs humains et naturels. L'adaptabilité vaut plus que l'audace aveugle, et l'ambition stratégique sans ressources durables devient suicidaire. La campagne démontre que la supériorité technique rencontre ses limites lorsque l'ennemi ne se rend pas et que la logistique échoue. De plus, elle révèle une dimension politique. L'arrogance d'un régime qui croyait pouvoir redessiner les frontières à sa guise s'est heurté à la résistance de millions de personnes défendant leur sol et leur dignité. L'atmosphère qui précède et accompagne cette invasion est tendue, presque apocalyptique. Des colonnes d'hommes et de machines qui s'étendent comme des veines d'acier sur un corps immense, des villes en flammes, des gares bondées, et un panorama humain où l'espoir se confond avec le désespoir. Dans cette tension se joue le destin de générations, des soldats qui font confiance à des ordres promettant gloire, des civils attendant des nouvelles du front, des commandants lisant des cartes comme si la vérité y résidait. Le conflit s'intensifie, et avec lui le drame humain, des familles séparées, des villages transformés en points sur une carte de conquête, et la steppe, éternelle et potentiellement implacable, comme témoin immuable. Ainsi, l'invasion de l'Union soviétique se présente non seulement comme un chapitre militaire, mais comme une leçon complexe sur l'erreur stratégique, la sous-estimation et l'interaction entre la volonté humaine et des conditions extrêmes. La grandeur du Reich à ce moment-là, sa confiance dans la rapidité et la supériorité technique, s'est heurtée de plein fouet à des réalités qu'aucun plan ne pouvait neutraliser complètement. Et au cœur de ce choc, le lecteur ou spectateur se confronte aux questions les plus brutales. Comment se forgent les erreurs qui changent l'histoire? Quel prix paient les peuples lorsque l'ambition l'emporte sur la prudence? La campagne à l'Est a laissé des réponses tragiques et des enseignements que la mémoire doit retrouver avec rigueur pour que le passé ne se répète pas sans avertissement. Préparatifs et attente. Année 1941. La carte de l'Europe semblait déjà appartenir au Troisième Reich. Frontières redessinées par la force, capitales soumises, armées ennemies vaincues ou en retrait. Dans ce climat de triomphe et d'expansion, les salles de cartes et les quartiers généraux respirèrent la confiance. La machine de guerre allemande s'exhibait comme l'expression la plus accomplie d'une volonté qui croyait dominer non seulement les hommes et les territoires, mais aussi le destin même du conflit. Depuis ces bureaux, des lignes imaginaires furent tracées, destinées à devenir des axes d'avancée. Sur ces papiers furent calculés temps, distance et rythme d'une campagne qui, dans l'esprit de ses planificateurs, avait toutes les chances de se transformer en un fait politique irrévocable. La sensation dominante, alimentée par les succès précédents, était celle d'un Reich profitant de son moment. Déploiement massif de blindés, domination aérienne, logistique présentée comme garantie de l'avancée.
et un optimisme qui, dans l'esprit du haut commandement, se transformait en conviction. Au cœur de cet optimisme institutionnel se place la figure centrale de l'opération, Adolf Hitler, convaincu que l'invasion de l'Est serait une campagne propre et rapide. Ici, nous pénétrons dans l'esprit d'Hitler, sûr que la victoire serait rapide et décisive. Cette certitude n'était pas un murmure privé, mais la tonalité qui imprégnait les desseins stratégiques et les discours. Il croyait non seulement nécessaire la conquête, pour des raisons idéologiques et économiques, mais sous-estimait également la résistance qu'il rencontrerait. La psychologie du leader se mêle à l'analyse du pouvoir. Excès de confiance alimenté par les victoires précédentes. Conviction de rendement maximal dans des délais courts. Tendance à considérer la géographie et la politique comme des extensions de sa volonté. Ce mélange de volonté et de calcul donna naissance à des ordres exigeant rapidité, audace et foi aveugle dans la supériorité technique et morale du camp attaquant. Les préparatifs matériels, depuis la concentration des troupes jusqu'à la planification des routes d'avancée, furent organisés sous la prémisse que la structure de l'ennemi pourrait être brisée en peu de temps. Dans les quartiers, on ajusta les échelles d'approvisionnement, les réserves de carburant et les calendriers supposant des routes praticables et des lignes de communication sûres. Des priorités furent établies par axe d'avancée et des solutions furent imaginées pour anticiper les obstacles logistiques, bien que beaucoup reposaient sur l'hypothèse d'une résistance limitée. L'optimisme fut tel que les besoins réels du terrain furent subordonnés à l'urgence d'une campagne éclair. Le pari stratégique consistait à appliquer la puissance concentrée avant que l'adversaire n'ait le temps de se réorganiser. Les officiers et commandants qui exécutèrent ces plans partageaient les attentes et, dans de nombreux cas, l'illusion que la machine militaire allemande pouvait imposer son rythme sans trop d'usure. Nous pensions que ce serait une promenade militaire. Rien ne pourrait nous arrêter, se rappelleraient des années plus tard certains de ces officiers. Et cette phrase condense l'innocence collective qui accompagna la phase initiale. Perception d'invulnérabilité, sous-estimation du terrain humain et naturel, et confiance dans des procédures qui semblaient jusqu'alors infaillibles. Cette mémoire postérieure montre comment les certitudes initiales se forgèrent dans l'interaction entre victoires précédentes et manque d'appréciation complète des conditions du théâtre oriental. Du point de vue psychologique, la planification incorpora également un ingrédient idéologique qui compliqua l'évaluation objective des risques. La conviction de supériorité raciale et stratégique déforma les critères, minimisa les variables adverses et provoqua des décisions où l'ambition l'emportait sur la prudence. La structure de commandement, nourrie par ce récit, tendit à renforcer la lecture optimiste des rapports et à reléguer les avertissements gênants en marge de la décision. Par conséquent, les préparatifs ne furent pas seulement une opération logistique, ils reflétaient également une mentalité collective, confondant volonté et prévoyance, et qui, pour cette raison, n'intégra pas correctement le facteur humain et climatique du territoire à envahir. L'attente dominante, rapidité, écrasement de l'ennemi et possibilité d'assurer ressources et espace vital dans de courts délais fit que la dynamique même de l'opération favorisait la poursuite de l'élan initial. Chaque jour d'avancée renforçait l'idée que la stratégie fonctionnait, ce qui rendait plus difficile la réévaluation tactique en profondeur.
l'accumulation des engagements matériels et humains transforma les décisions tactiques en barrières, empêchant le recul ou la pause. Les colonnes avançaient parce qu'il était déjà coûteux et complexe de les arrêter. Et cette inertie alimentait une narration de destin inévitable que les autorités refusèrent de freiner. Ainsi, la planification, initialement audacieuse, se transforma en un piège de ressources et d'orgueil qui compliquerait la correction des erreurs lorsqu'elles deviendraient évidentes. Enfin, les préparatifs et attentes de 1941 présentent une image composée, un Reich à son apogée qui lance l'invasion avec une confiance extrême, un leadership mêlant calcul et foi en la rapidité de la victoire, et un corps d'officiers convaincus que la supériorité technique et tactique suffirait. Cette combinaison, puissante à l'époque, cachait des fragilités que le théâtre d'opération en Union soviétique, son étendue, son climat et la volonté de résistance mettraient à l'épreuve. Le contraste entre une planification sûre et la réalité qui attendait de l'autre côté de la carte sera le moteur des tensions et erreurs qui se développeront dans la campagne. Et c'est précisément dans cette tension que commence à se révéler l'ampleur de l'erreur stratégique qui transformerait l'opération Barbarossa en une leçon tragique d'excès de confiance et de sous-estimation. Partie 2. Le début de l'invasion. Les premières heures de l'avancée vers l'Est ressemblent à une symphonie mécanique mise en marche. Le rugissement des moteurs, le craquement des chenilles sur les chemins, des colonnes interminables de camions et de chars qui s'étendent comme une marée d'acier vers l'horizon. Le déploiement est massif, coordonné, conçu pour écraser la résistance avant qu'elle puisse s'organiser. La sensation qui domine parmi les commandants est celle d'une supériorité presque palpable. Nous avons déjà vaincu. Nous connaissons le rythme de la guerre. Nos machines dictent le pas. Depuis les postes de commandement, les ordres sont envoyés avec confiance. Les cartes se marquent de traits d'avance. Et les chronomètres calculent des journées de marche qui, en théorie, se respectent à la minute près. La rapidité initiale est saisissante. Des villages qui hier étaient calmes se trouvent occupés au matin. Des ponts sont pris et les lignes ennemies semblent se dissoudre sous la pression concentrée des blindés et des divisions mobiles. Sur les routes, entre la boue et la fumée, les soldats vivent le sentiment contradictoire de triomphe et d'étonnement. Monter sur un char, sentir ses vibrations, c'est expérimenter la sensation puissante d'être partie intégrante d'une machine invincible. En même temps, en regardant au-delà de la colline suivante ou de la plaine infinie, le regard se heurte à l'immensité du terrain. La steppe n'est pas seulement une distance, c'est un vide qui exige logistique, carburant et temps. Dans les conversations à voix basse, dans les lettres écrites dans les véhicules, dans les silences avant un ordre, se perçoit le premier doute. Jusqu'où cette supériorité peut-elle aller si le terrain devient infini et si les fronts s'étirent comme un réseau impossible à contrôler? Le moral élevé et les acclamations initiales cohabitent avec la fatigue des longues journées et le poids de la prévoyance. Avancer aujourd'hui est un triomphe, mais maintenir les lignes demain sera une autre histoire. Les chars et les colonnes avancent rapidement, mais dans les quartiers et les salles de cartes apparaissent les premiers signes de friction logistique. Routes saturées, dépôts de carburant ne recevant pas l'approvisionnement prévu, pièces de rechange qui tardent à arriver.
De petites défaillances que personne ne veut voir, mais qui, cumulées, commencent à desserrer la machinerie parfaite de l'offensive. La pensée stratégique, qui sur le papier était claire et implacable, doit se réajuster. Conquérir des kilomètres n'est pas automatiquement synonyme de contrôle. Chaque kilomètre conquis engendre de nouveaux besoins en approvisionnement et en sécurité, qui multiplient exponentiellement la complexité. Les commandants intermédiaires, qui croyaient à la continuité de l'élan, se surprennent en constatant que les colonnes avancées ont étiré leur ligne de ravitaillement jusqu'à la limite. Pendant ce temps, la perception de l'ennemi commence à se transformer en expérience quotidienne. La résistance russe ne se montre pas toujours comme une ligne homogène sur la carte. Elle se manifeste par des contre-attaques ponctuelles, des sabotages à l'arrière et la ténacité de petites unités qui savent utiliser la géographie à leur avantage. Là où au début, il y avait confusion et désordre du côté du défenseur, apparaissent bientôt des défenses improvisées, coûteuses, en temps et en hommes. Les soldats allemands, habitués à des victoires qui semblaient nettes, commencent à mesurer le combat différemment, non seulement en tours et positions, mais en nuit glaciale, en routes devenant des artères impossibles, et dans l'incertitude constante de savoir quand et où l'approvisionnement fera défaut. La grandeur de la machinerie se heurte à la réalité d'un ennemi qui évite la bataille ouverte quand cela lui convient et attaque quand il perçoit une faiblesse. Dans l'esprit des stratèges, la tension augmente. D'un côté, la logique de l'offensive exige de continuer à presser avant que la masse ennemie ne récupère ses forces. De l'autre, la prudence et la conscience logistique réclament de consolider les avancées et de renforcer les flancs. Ce dilemme, aller à la percée finale ou sécuriser les gains, se pose avec urgence dans chaque rapport, dans chaque télégramme de terrain, et révèle la vulnérabilité d'une stratégie fondée principalement sur la vitesse. Les ordres deviennent plus prudents ou plus vigoureux selon celui qui les prononce. Certains commandants, obsédés par la gloire de l'avancée, pressent pour continuer, tandis que d'autres, ayant déjà constaté la fragilité du train de ravitaillement, demandent une pause pour se réorganiser. Dans cette différence de lecture naît la fracture qui, avec le temps, se traduira par des problèmes plus graves. Entre la boue et les feux improvisés, les soldats ressentent le poids de la steppe et le regard de l'inconnu. Le paysage change, mais l'incertitude demeure. À chaque village occupé succède la nécessité d'assurer les routes. À chaque victoire, le compte à rebours du ravitaillement. À chaque kilomètre conquis, une nouvelle extension de vulnérabilité qui oblige à reconsidérer la relation entre rythme et durabilité. La supériorité technique et la rapidité initiale offrent des victoires visibles et fiévreuses, mais elles sèment également les graines d'un épuisement lent et méthodique que la logistique seule ne pourra remédier si elle n'est pas envisagée avec humilité face aux conditions réelles. Ainsi naît le double pouls de la campagne. D'un côté, l'euphorie de la manœuvre éclair et la sensation que la guerre pourrait se décider par audace. De l'autre, l'ombre persistante d'une logistique rompue et d'une résistance qui s'adapte. À ce croisement, entre l'action enthousiaste et la réflexion inconfortable, se cache la clé de ce qui viendra. La conquête de kilomètres ne garantit pas l'imposition de la volonté si derrière les lignes, il n'existe pas le réseau qui soutient hommes et machines. La campagne
dans son démarrage vertigineux, montre l'éclat de la supériorité, mais laisse déjà entrevoir la vulnérabilité qui, avec le temps et le terrain, démontrera que le triomphe rapide était peut-être une illusion forgée par la vitesse elle-même. L'hiver russe et l'épuisement. Le froid n'est pas arrivé comme un ennemi annoncé. Il s'est infiltré lentement, est devenu habitude, puis bourreau. Ce qui figurait sur les cartes comme une steppe interminable s'est transformé, avec la chute des températures et l'arrivée de la neige, en un piège pour hommes et machines. Les colonnes qui auparavant avançaient avec rugissement et confiance ont commencé à craquer en silence. Bottes qui ne trouvent pas d'adhérence, câbles gelés, vivres perdant leur valeur nutritive, et surtout, une fatigue qui ne se mesurait plus seulement en heures de marche, mais dans la perte progressive de force et d'espoir. La campagne, conçue pour la vitesse et la surprise, est confrontée à un ennemi sans drapeau ni uniforme, l'hiver russe qui transforme l'avancée en une succession de petits échecs quotidiens. Dans les quartiers et près des poêles improvisés, les hommes pensaient à l'immédiat, se réchauffer les mains, protéger les doigts, réparer des moteurs qui refusaient de démarrer. La logistique, qui au printemps et en été semblait un réseau capable de soutenir toutes les ambitions, est devenue fragile et exposée. Les routes d'approvisionnement se sont gelées ou transformées en boue traîtresse. Le carburant, essentiel pour maintenir l'artillerie et les blindés en mouvement, n'atteignait pas toujours les premières lignes. Les pièces de rechange tardaient des jours qui se mesuraient en vie. L'usure matérielle reflétait l'usure morale. La confiance a commencé à se fissurer lorsque la réalité a montré que la froideur du climat annulait la supériorité technique si elle n'était pas accompagnée de préparation et de prévoyance. Ici, nous entrons dans l'esprit d'un soldat coincé dans la steppe gelée. Chaque pas pesait comme une éternité. Cette introspection reflète ce qui n'apparaît pas dans les rapports officiels. La sensation que le temps lui-même s'était transformé en punition. Marcher dans la neige, porter des rations rigides dans les mains, voir des camarades tomber de froid ou d'épuisement, penser à la famille loin et à l'inutilité d'une machinerie qui ne fonctionne plus. Tout cela forgeait une intériorité nouvelle. Le moral cessait d'être un simple indicateur de courage pour devenir un facteur tactique. Des unités qui résistaient pouvaient encore perdre leur cohésion si l'esprit de leurs hommes se vidait d'espoir. Les témoignages rapportent des images concrètes, petites mais décisives. Je n'avais jamais ressenti un froid aussi pénétrant, et les moteurs des chars ne démarraient pas, racontait un vétéran allemand. Et dans cette phrase se concentre la double défaite, celle de la chair et celle du fer. Les blindés, habitués à dicter le rythme de l'offensive, restaient immobilisés par des températures solidifiant le pétrole et rendant inutiles les pièces de rechange qui n'arrivaient pas. La supériorité technique perdait une grande partie de son efficacité lorsque la machinerie cessait de bouger. Restait alors la vulnérabilité des hommes, exposés sur la surface blanche, sans abri suffisant, et avec l'usure psychologique qui multiplie l'effet physique du froid. L'épuisement n'était pas seulement physique, c'était un processus qui érodait la perception du temps et la capacité de décision. Des tours interminables, des nuits sans sommeil, l'odeur persistante du bois brûlé et la vue de camarades qui ne se réveillaient pas le lendemain forgeaient une expérience collective de fatigue. Entre les ordres et les nouvelles de l'avancée se glissaient des pensées
quotidienne. Comment protéger les extrémités? Les vêtements que nous avons suffiront-ils? Pourrons-nous maintenir les positions si le ravitaillement n'arrive pas? L'esprit se tournait vers l'immédiat, et cette orientation réduisait la capacité de planifier à moyen terme, de réagir avec créativité à des problèmes logistiques nécessitant des solutions rapides. Dans les bureaux de commandement, le mélange de rapports triomphants et d'alertes logistiques générait une tension décisive. Certains officiers demandaient une pause pour se réorganiser, d'autres pressaient pour maintenir la pression, confiants que l'élan briserait les défenses. L'hiver, cependant, ne négocie pas. Il ne peut s'acheter par la volonté, ni se décréter par un ordre. Chaque jour d'avancée sans ligne de soutien renforçait le risque qu'une colonne entière reste isolée ou immobilisée. La discipline et le courage atteignaient des limites où la stratégie devait s'adapter à la météo et à la capacité réelle de ravitaillement, ce qui ne se produisit pas toujours. La guerre dans la steppe, lorsque le thermomètre chute, devient un duel de résistance. La capacité d'une armée à soutenir hommes et machines face à des conditions extrêmes est à la fois stratégique et humaine. Les histoires de résistance, petits actes de camaraderie, partage d'une ration, improvisation de toits et de poêles, s'entrelacent avec les échecs matériels chroniques. Pelles sans tranchant, roues qui ne tournent pas, cartes qui n'indiquent plus de solution. L'hiver russe a agi comme révélateur. Il a montré quelles structures étaient réellement préparées et lesquelles dépendaient de l'illusion de la rapidité. Dans ce contraste est née l'usure qui, à long terme, transformerait la campagne éclair en conflit d'épuisement. Enfin, l'impact psychologique fut peut-être le plus mortel à long terme. La sensation d'avancée rapide est devenue souvenir, le moral élevé, amertume face à la lenteur du secours, la fierté, incrédulité. Des soldats qui croyaient à l'invincibilité de la machinerie se sont retrouvés à se demander pourquoi la nature semblait favoriser le défenseur. Le froid, la faim et l'attente ont fini par miner non seulement les forces physiques, mais la confiance dans la victoire immédiate. L'hiver russe n'a pas été un épisode. Il a été un facteur structurant qui a reconfiguré la logique de la campagne et montré avec cruauté que la guerre ne se gagne pas uniquement par l'audace, mais par préparation, logistique et respect des conditions du terrain et du climat. La résistance soviétique. La première impression de l'invasion se brise lorsque la ligne d'avancée rencontre quelque chose qui n'apparaît pas sur les cartes, un vide calculé, une traînée de villages désertés, des champs brûlés, des denrées détruites et des voies inutilisables. La tactique de la terre brûlée n'est pas spectaculaire en un seul instant. C'est une décision patiente qui transforme la carte en piège. Il n'y a ni butin à ramasser, ni grange à approvisionner, ni pont intact pour avancer confortablement. Pour les unités allemandes, avançant avec l'élan de la surprise et de la machine, ce paysage désolé est le premier signe d'une guerre qui ne sera plus seulement de manœuvre, mais de résistance prolongée. Chaque village laissé derrière, chaque silo carbonisé, chaque voie ferrée coupée, oblige à ralentir, à déployer des équipes de réparation, à dépenser du carburant et des heures pour des tâches auparavant considérées comme secondaires. L'offensive perd du rythme et avec lui, une partie de son avantage essentiel, la vitesse. Face à cette désolation, la résistance soviétique agit à la fois comme muscle et comme idée.
elle ne cherche pas toujours le choc frontal. Bien souvent, elle évite la bataille ouverte et se transforme en spectre qui réapparaît là où on s'y attend le moins. Embuscades, retraites ordonnées, contre-attaques ponctuelles, des tactiques qui épuisent psychologiquement et matériellement un envahisseur habitué à briser les lignes par la force brute. La résistance oblige les commandements allemands à repenser l'immédiat. Il ne suffit plus de pousser, il faut protéger les flancs, nettoyer les arrières, poursuivre des unités mobiles qui semblent s'évaporer entre forêts et villages pour frapper à nouveau à la tombée de la nuit. Cette mobilité défensive modifie la perception du front. Ce qui semblait être un chemin se transforme en toile d'araignée de menaces imprévues. Dans le regard du soldat, la résistance transforme la guerre en expérience intime. Ceux qui sont partis convaincus de la supériorité mécanique commencent à remarquer la nouvelle réalité. Le calme du champ après le passage d'un détachement peut cacher une patrouille prête à attaquer. Le silence réservé n'est pas paix, c'est concentration. Dans les conversations à la lueur d'un poêle, dans les lettres à la maison, dans le rythme plus lent de celui qui a vu tomber des camarades sans avertissement, naît un doute croissant sur l'idée d'une victoire rapide. Chaque affrontement mine autant le corps que l'esprit. Une embuscade nocturne, une retraite forcée, un véhicule incendié, de petites coupures qui, au final, saignent le moral et la logistique de l'offensive. La tactique soviétique de ne pas tout offrir dans une seule grande bataille, mais de multiplier les fronts de choc et d'usure, transforme l'avancée allemande en opération d'épuisement. Les équipes d'ingénieurs tentant de restaurer les ponts travaillent contre la montre et contre le sabotage. Les colonnes de ravitaillement, allongées et de plus en plus vulnérables, deviennent des cibles privilégiées. Pour l'officier qui doit décider s'il pousse ou s'il freine, la pression devient morale et pratique. Chaque ordre peut signifier sauver des vies ou les condamner. Dans son esprit se croisent rapport et visage. La stratégie n'est alors plus simplement un calcul de force, mais un cocktail de responsabilité, de prévoyance et de peur. Comment maintenir l'initiative sans briser les hommes, ni les épuiser sur des routes rendues impossibles par l'ennemi. Les Russes disparaissaient, et je me retrouvais face à une armée qui ne se rendait jamais, se souviendront les envahisseurs. Cette phrase synthétise l'impact psychologique de la résistance, l'impression de poursuivre des ombres, que l'ennemi n'est pas d'une ligne continue à briser, mais une volonté collective qui refuse l'anéantissement, qui se replie, se réorganise et réapparaît. Pour celui qui prononce la phrase, la guerre cesse d'être une compétition de machines et devient confrontation avec une persistance humaine qui défie la logique de la conquête. L'envahisseur comprend peu à peu qu'il fait face non seulement à une armée, mais à une nation pratiquant la négation de la reddition. Se rendre n'est pas une option, et cela change le terrain moral de la guerre. Chaque affrontement modifie stratégie et caractère. Là où régnait l'arrogance, la prudence émerge. Là où la confiance dans le matériel existait, naît le besoin d'improvisation et d'attention aux détails. La résistance révèle les faiblesses tactiques, dépendance à de longues routes, fragilité de la chaîne de commandement, fatigue accumulée des unités qui ne se reforment plus aussi rapidement que prévu. Les commandants qui exigeaient autrefois de l'élan apprennent à calculer des pauses. Les soldats qui s'attendaient à des marches triomphales s'habituent à l'odeur de la fumée, qui n'annonce pas victoire, mais destruction préventive.
La guerre se transforme ainsi en un conflit où la persévérance du défenseur égalise et parfois surpasse la puissance offensive de l'attaquant. Et tandis que la steppe devient le théâtre de ce combat sans trêve, l'idée même de victoire devient plus floue. Il ne s'agit plus seulement de territoires conquis, mais du prix à payer et de savoir si l'usure ne transformera pas chaque conquête en défaite à moyen terme. La résistance soviétique, avec sa combinaison de retraite organisée, de sabotage systématique et de contre-attaque réapparaissant comme des fantômes, oblige à recalibrer non seulement la tactique, mais la perception intime du conflit. La guerre cesse d'être un spectacle de machines pour devenir un choc de volonté qui, en fin de compte, décidera qui peut soutenir l'effort le plus long. Les erreurs stratégiques. La première décision qui commence à faire mal dans les tranchées est la dispersion des forces. Ce qui sur les cartes apparaît comme une manœuvre d'encerclement se traduit par des corps séparés, par des centaines de kilomètres, des colonnes qui avancent sans soutien mutuel garanti, et des armées auxiliaires étirées jusqu'aux limites de leur résistance. Là où la doctrine de la Blitzkrieg exige concentration pour percer et refermer, la campagne orientale montre un phénomène inverse. Des fronts latéraux qui absorbent hommes et matériel, tandis que la priorité se partage entre des objectifs qui, sur le papier, semblent tous essentiels. Dans les rangs, les officiers de l'unité observent impuissants comment la force de frappe se dilue. Les hommes formés pour avancer derrière un coup concentré sentent que leur puissance s'est dissipée en 1000 engagements tactiques. Les changements d'objectifs se multiplient et génèrent une confusion stratégique. Ce qui devait être une avance vers un centre décisif du pouvoir soviétique se fragmente en ordre pour prendre des villes secondaires, protéger des ressources ou soutenir des campagnes parallèles qui, à long terme, réduisent l'élan de l'offensive principale. Chaque nouvelle directive implique de réajuster les lignes de communication, redistribuer les blindés et reprogrammer les approvisionnements. Un tissu logistique qui ne répond plus avec la fluidité nécessaire. Sur le terrain, les commandants voient les fenêtres d'opportunité se fermer. Un détour de 12 ou 20 kilomètres peut signifier qu'un passage de rivière passe de difficile à impossible, et la manœuvre éclair se retrouve piégée dans un labyrinthe de demandes administratives. La sous-estimation de l'ennemi opère autant dans le pratique que dans le psychologique. Il ne s'agit pas seulement d'ignorer la capacité numérique ou la résistance idéologique de l'armée rouge, mais de minimiser l'adaptabilité de l'ennemi, sa capacité à se disperser, à se replier, à lancer des contre-attaques locales et à exploiter la géographie. La surprise initiale se transforme en un apprentissage douloureux. Les rapports de terrain commencent à mentionner la ténacité des unités soviétiques revenant au combat après avoir subi des pertes. Les sources d'approvisionnement deviennent des cibles permanentes de sabotage. Et le moral de l'envahisseur perçoit que la supériorité technique n'est pas suffisante face à une défense qui ne se rend pas. À voix basse, dans les bureaux, on reconnaît que la vision simpliste de l'ennemi était une prémisse erronée. La contradiction des ordres devient un poison opérationnel. Les états-majors supérieurs dictent l'urgence de l'avancée. Les commandants intermédiaires demandent consolidation. Les hommes, en première ligne, épuisent carburant et vivres. Chaque ordre contradictoire nous rapprochait du désastre, admit un général allemand. Et cette phrase résume tout le coup stratégique. L'indécision et la dualité des objectifs génèrent de la déscoordination.
Dans la boue et la neige, l'incertitude se traduit par des pertes concrètes. Colonnes bloquées, unités isolées, impossibilité de se regrouper rapidement. Pour le soldat, obéir à un ordre aujourd'hui peut signifier se retrouver piégé sans soutien demain. La routine des erreurs tactiques accélère l'usure. Des décisions telles que le détournement de Panzer vers des objectifs secondaires réduisent les réserves essentielles au moment critique. Permettre à des unités motorisées de pénétrer sans couverture d'infanterie et d'artillerie adéquate les rend vulnérables aux contre-attaques. Et le manque de flexibilité pour ajuster les plans lorsque les conditions climatiques et logistiques changent révèle une rigidité fatale. Dans la boue, les véhicules embourbés deviennent des monuments à l'effort gaspillé. Les hommes qui auraient dû être relevés deviennent otages de la persistance d'un plan qui ne correspond plus à la réalité du terrain. Les conséquences psychologiques de ces décisions s'incubent dans l'esprit collectif. De l'enthousiasme initial, la conviction que la technique l'emporterait sur le nombre et le froid, naît une fatigue morale qui érode l'obéissance enthousiaste et génère du ressentiment envers les commandements dictant depuis des bureaux éloignés. Dans les tranchées se répète la sensation que le plan était excellent sur le papier, mais catastrophique dans la neige. Frustration mêlée de colère. Et la cohésion des unités peut en pâtir lorsque la perception est que les pertes sont le prix d'ordres contradictoires ou capricieux. Le résultat est une lenteur non seulement physique, mais aussi spirituelle, où l'initiative individuelle se plie au désespoir. S'ajoute à cela le problème des ressources. Lorsque les ordres multiplient front et objectifs, les chaînes d'approvisionnement s'étirent jusqu'à se rompre. Chaque carburant perdu pour un besoin secondaire est un blindé de moins disponible pour la percée décisive. Chaque munition détournée vers un point indéfini réduit la capacité à soutenir une défense vitale. En pratique, l'économie de guerre entre en déficit pour les mêmes raisons politiques qui cherchèrent à maximiser les résultats sur différents fronts. La stratégie centrale est sapée par des décisions périphériques qui, cumulées, rendent l'effort principal insoutenable. C'est le paradoxe de l'expansion. Plus de territoires contrôlés exigent plus de ressources et plus de protection. Et sans ces garanties, la conquête devient un réseau d'obligations impossible à maintenir. Enfin, la documentation et les témoignages ultérieurs convergent vers une constatation amère. Les erreurs stratégiques n'étaient pas des accidents isolés, mais l'effet d'une conduite mêlant orgueil et préjugés, précipitation et mauvaise prévoyance. La dispersion des troupes, les changements d'objectifs, la sous-estimation de l'ennemi et l'émission d'ordres contradictoires formaient une constellation de fautes qui, réunies, ont désactivé la puissance initiale de l'offensive. Sur les lignes, entre la fumée et la glace, les hommes ont payé de leur sang la somme de ces décisions. Dans les états-majors, l'écho de chaque ordre contradictoire est devenu un lamentation reconnaissant, trop tard, l'ampleur stratégique du désastre. Bataille décisive et moment critique. L'arrivée au grand nom du front transforme la campagne en une succession d'affrontements qui ne sont plus des manœuvres rapides, mais des épreuves monumentales de résistance. La bataille de Moscou apparaît comme un visage de la lutte. Ce n'est pas seulement une ville sur la carte, c'est l'idée d'un objectif impossible à subordonner sans payer un prix immense. Lorsque les colonnes blindées heurtent des défenses réorganisées, l'avancée cesse d'être une promesse
et se transforme en une succession de combats urbains, de retraits tactiques et de contre-attaques qui multiplient la fatigue. Pendant ces journées, l'action est brutale et fragmentaire. Heures d'artillerie, attaques d'infanterie, efforts pour maintenir des lignes gelées et la sensation constante que toute erreur peut coûter une position clé. Le moral qui vivait de l'élan initial commence à se mesurer à de petites victoires. Maintenir une place, repousser un assaut, réapprovisionner une batterie. Le siège de Leningrad montre une autre facette du conflit. Le siège prolongé transforme la guerre en une épreuve de faim, de résistance civile et de survie collective. Il ne s'agit plus seulement d'affrontements entre armées, mais de l'expérience d'une ville qui résiste, d'une population qui improvise des abris, partage des rations et transforme l'attente en forme de lutte. Les règles de survie se redéfinissent. Rationnement strict, tours pour travailler aux fortifications, improvisation médicale et capacité à vivre avec l'horreur quotidienne défiant la raison. L'action militaire autour de la ville assiégée alterne bombardements, patrouilles et escarmouches aux accès. La réflexion psychologique de ces jours est profonde. La frontière entre civils et combattants s'estompe et la notion même de victoire se mesure en heures de résistance et en capacité de la population à ne pas céder au désespoir. Dans les deux scénarios, la défense solide qui freine Moscou et le siège qui transforme Leningrad en forteresse de souffrance, la psychologie du combattant change. Le soldat parti convaincu de la supériorité technique passe à calculer sa survie en termes de chaleur, de ration et de relève. Ses peurs deviennent concrètes. Manquer de munitions, voir un camarade tomber sous une explosion inattendue, ne pas avoir de couverture pour la retraite. Les officiers, quant à eux, expérimentent la paradoxale situation de diriger avec des cartes qui ne reflètent plus la réalité du terrain. Chaque ordre implique de peser vie et objectif. Chaque manœuvre peut signifier un soulagement temporaire ou une catastrophe. La force morale à ces moments critiques se construit dans des actes modestes. Partager une couverture, couvrir un camarade, lire une lettre de la maison à voix basse. Les témoignages de ceux qui ont vécu ces batailles sont d'une crudité révélatrice. Je me souviens du fracas incessant et des mains qui tremblaient, plus de peur que de froid, raconterait un soldat ayant participé au combat autour de la ville. Un autre officier, chargé d'un tronçon de l'arrière, relaterait « Nous ordonnions d'avancer et savions que la carte mentait. Chaque kilomètre coûtait des vies et chaque décision pesait comme une condamnation. » Dans le cadre du siège, une voisine devenue infirmière improvisée dirait « Les nuits étaient longues et les enfants dormaient en groupe pour conserver la chaleur. » La ville respirait sur un fil, mais personne n'a cessé de travailler pour la soutenir. Ces voix, directes et sans phare, rendent humanité au mouvement de troupes et au rapport froid. Derrière la stratégie, il y a des corps qui souffrent et des esprits qui tentent de maintenir l'espoir. La dynamique de ces batailles décisives façonne également les règles de survie au sein des troupes. La camaraderie s'institutionnalise comme salut, le leadership se mesure à qui reste pour couvrir la retraite, et la discipline se mêle à l'improvisation pour maintenir opérationnelle la chaîne de feu. Apprendre à improviser des chauffages, maintenir les pneus des véhicules et établir des itinéraires alternatifs pour les approvisionnements devient partie intégrante de la tactique quotidienne. Dans l'arène émotionnelle,
l'adaptation émerge comme une vertu. Ceux qui survivent ne sont pas nécessairement les plus courageux, mais ceux qui intègrent le mieux la résistance physique avec des mécanismes de soutien mutuel et la capacité de redonner sens à de petites routines comme acte de salut. Les moments critiques défient non seulement la logistique et le courage, ils reconfigurent la perception même de la guerre. Là où il y avait auparavant des calculs froids et des optimismes de bureau, domine désormais patience stratégique, attente calculée et conscience que la victoire, si elle survient, sera le résultat d'un épuisement que l'envahisseur n'avait pas prévu. La bataille de Moscou et le siège de Leningrad symbolisent, séparément et en même temps, la capacité du peuple et des forces défensives à transformer la difficulté en détermination et la résistance en forme de victoire morale. Pour l'observateur de l'histoire, ces affrontements sont des points d'inflexion, signe clair que la campagne orientale ne sera plus la promenade militaire que beaucoup imaginaient, mais un processus long et décisif qui déterminera le cours du conflit. Sur le plan humain, les batailles décisives laissent des cicatrices qui ne se comptent pas en lignes de front, troubles, pertes familiales et expériences collectives qui reconfigurent les identités. La mémoire de ceux qui ont combattu et de ceux qui ont souffert des sièges continue de témoigner, de voix entrecoupées, que la guerre fut autant une série de rencontres armées qu'une école cruelle de résistance psychologique. Dans ces plaques temporelles, les campagnes autour de Moscou, les semaines et mois autour de Leningrad, se décide non seulement le sort des armées, mais celui de sociétés entières qui ont appris, par une expérience douloureuse, à se soutenir dans l'épreuve la plus difficile, continuer à vivre lorsque tout semble conspirer pour qu'elles n'y parviennent pas. L'effondrement du Troisième Reich à l'Est. La retraite commence par un bruit croissant des chaînes qui crissent, des moteurs qui toussent, des colonnes qui tentent de se frayer un chemin à travers des routes transformées en mâchoires de boue et de glace. Ce qui avait été une avancée rectiligne se défait en nœuds de confusion logistique. Les divisions qui promettaient de coordination se fracturent en petits détachements, improvisant des routes d'évasion, tandis que le ravitaillement n'arrive pas et que les réserves deviennent illusions. À chaque arrêt forcé, se dessine le même visage des commandants qui regardent les cartes les mains tremblantes et des soldats qui tentent de maintenir la discipline lorsque l'ordre le plus douloureux est de reculer. Le mot « retraite », qui en théorie signifie réorganisation, se transforme en synonyme de risque. Le terrain qui servait quelques minutes plus tôt de tremplin à l'avancée devient le même filet qui piège hommes et matériel dans un mouvement de recul douloureux, tant dans la chair que dans l'orgueil. Le désordre logistique n'est pas seulement technique, il est moral. Les routes de ravitaillement s'étirent jusqu'à devenir vulnérables. Les dépôts se vident et les files de camions perdus consomment du carburant qui ne revient jamais. Le contact avec l'ennemi devient plus fréquent à l'arrière. Embuscades, surprenant les convois, ponts disparus, gares détruites. Chaque faille administrative prend un visage humain. Unités isolées, artillerie sans munitions, blessés ne pouvant plus être évacués en sécurité. La sensation qui traverse les quartiers généraux et les tranchées est celle d'une machine privée de son cœur logistique qui bat difficilement et risque de s'arrêter pour toujours. La résistance soviétique, qui semblait initialement esquiver le choc frontal, devient maintenant un marteau persistant.
Ce n'est pas seulement la force des contre-attaques qui asphyxie, mais la constance d'une défense qui ne laisse aucun répit. L'ennemi exerce une pression intelligente. Il traque les routes de ravitaillement, oblige à dévier les colonnes, exploite la faiblesse des communications. Là où les Allemands pouvaient auparavant mesurer la victoire en kilomètres, ils mesurent désormais les pertes en hommes, en temps et en morale. La pression constante et la capacité du défenseur à transformer le territoire en armes dévorent l'initiative que l'envahisseur avait autrefois. Au plus haut cercle du pouvoir, la perception de l'échec s'infiltre comme un liquide froid. Les généraux, habitués à calculer des avantages avec des pions sur papier, se confrontent à l'évidence que les pièces ne répondent plus comme avant. Hitler, qui voyait dans l'avancée la confirmation de sa raison stratégique, perçoit maintenant des fissures qu'il refusait d'admettre. La psychologie du commandement passe de l'arrogance initiale à un mélange de négation, de fureur et de décision désespérée. Ordonner, effort après effort. Croire en des corrections parfois trop tardives, ou maintenir des positions que la réalité abat. Dans cet état, la distance entre la décision et la conséquence devient insupportable. Chaque ordre peut coûter des centaines de vies et marquer à jamais la réputation de celui qui l'a donné. La confusion n'affecte pas seulement la chaîne de commandement. Elle s'infiltre dans l'expérience du soldat. Celui qui marchait avec confiance apprend maintenant à craindre la nuit, à se méfier de la promesse de relève, à mesurer l'espoir dans les rations partagées et le regard d'un camarade. Les récits de ceux qui ont vécu la retraite reflètent le mélange de fatigue et d'amertume. La sensation que ce qui semblait invincible s'effondrait dans les prairies boueuses de l'Est. On entend répéter dans la bouche des officiers la phrase qui résume le sentiment collectif. Le rêve d'une victoire rapide s'effondrait sous nos yeux. C'est une confession amère qui condense la chute de la croyance en l'inévitabilité du triomphe. Alors que les colonnes se replient, l'espace laissé derrière n'est plus un trophée, mais un cimetière d'opportunités. Blindés immobilisés, entrepôts brûlés, cartes devenues inutiles. La retraite oblige à prendre des décisions insupportables. Que laisser, que tenter de sauver, qui couvrira le retrait et qui restera exposé. Chaque décision est un équilibre entre ce qui peut être préservé et ce qui sera inévitablement perdu. Les ordres tentant de coordonner le repli se heurtent à la réalité de fronts étendus et de communications brisées. L'efficacité d'autrefois s'est transformée en improvisation urgente. Dans la réflexion finale, celle que tentent les commandements, tandis que la guerre suit sa marche implacable, apparaît la leçon la plus dure. La guerre ne pardonne pas la dispersion des ressources, la sous-estimation de l'ennemi, ni le manque d'humilité face à la géographie. L'effondrement à l'Est n'est pas seulement militaire. C'est un point de rupture morale où la promesse d'hégémonie se confronte à la ténacité d'une nation qui n'a pas accepté la soumission. Pour ceux qui y ont combattu, la mémoire de la retraite n'est pas seulement un chapitre de la campagne, mais le moment où l'illusion de contrôle s'est brisée et où l'histoire a commencé à écrire un autre scénario, imposé par la résistance, le climat et les décisions irréversibles. L'invasion de l'Union soviétique apparaît, à la lumière des faits que nous avons parcourus, comme l'erreur stratégique qui changea le cours de la guerre. Ce qui était né comme un plan d'écrasement rapide et décisif, un pari fondé sur la vitesse, la technique et la surprise, se transforma finalement
en une entreprise dépassant toute prévision. Territoires immenses, flancs étirés, logistique débordée, un hiver insensible au calcul et une volonté ennemie qui refusa de céder. La progression, censée être un triomphe immédiat, devint une usure prolongée. L'offensive, qui promettait d'assurer ressources et espace vital, ouvrit au contraire une fenêtre pour la résistance, la réorganisation et la contre-offensive qui, avec le temps, consumerait l'initiative allemande. Le noyau de l'échec fut autant moral que purement militaire. L'excès de confiance, nourri par les victoires antérieures et par un sentiment de supériorité technique, aveugla le jugement stratégique. La sous-estimation de l'ennemi, de sa taille, de sa capacité d'adaptation, de sa volonté de sacrifice, vida de tout fondement les hypothèses initiales. Là où l'on avait prévu la rapidité, la nature et la résistance imposèrent la lenteur. Là où l'on avait compté sur des routes d'approvisionnement sûres, apparurent réparations constantes, détours, colonnes immobilisées et dépôts incendiés. La différence entre un plan élaboré dans un bureau et une campagne exigeant soutien humain et matériel sur le terrain se révéla décisive. La guerre ne se gagne pas seulement sur des cartes, mais sur des chemins, avec des poêles, des vivres et la résistance quotidienne de millions de personnes. La dimension humaine de ces conséquences est, peut-être, la plus insupportable. Des millions d'hommes, soldats partis confiants, conscrits entraînés par les ordres, commandants cherchant des solutions impossibles, payèrent de froid, de faim et de mort le prix de décisions prises loin de la steppe et qui s'avérèrent fatales. Les populations civiles, les villes assiégées, les villages ravagés et les familles déchirées restèrent piégés dans une dynamique de destruction dépassant la logique militaire. Le coût en vie, en dévastation et en souffrance n'est pas un chiffre. Ce sont des souvenirs, des traces et des noms que l'histoire conserve pour témoigner de la gravité d'un pari mal calculé. Sur le plan stratégique, l'invasion révéla des leçons dures mais claires, l'importance de la prudence face à l'ambition démesurée, la nécessité d'adapter la stratégie à la géographie et au climat, l'urgence de concevoir la logistique non comme un détail, mais comme la colonne vertébrale de toute opération d'envergure, et surtout l'avertissement selon lequel sous-estimer un ennemi sur son propre territoire condamne la meilleure intention offensive à devenir un piège. Les erreurs, dispersion des forces, changement d'objectif, ordre contradictoire, palpitaient dans les lignes et démontrèrent qu'une planification sans humilité débouche aisément sur le désastre. Mais au-delà du bilan froid des réussites et des fautes, demeure une réflexion morale qui ne souffre aucune relativisation. L'ambition de dominer sans mesurer les coûts humains ouvre la porte à des tragédies monumentales. La politique qui choisit de marcher sur la vie de millions au nom de la promesse d'espace et de ressources se confronte ensuite à la réalité des cadavres, des exils et des générations marquées. L'histoire de l'invasion à l'Est nous rappelle que les décisions stratégiques ne sont pas des actes abstraits. Ce sont des déterminations qui affectent des corps, des mémoires et des avenirs. En dernière instance, l'invasion de l'Union soviétique laissa une marque indélébile sur le cours de la Seconde Guerre mondiale et sur la conscience historique. Hitler ne perdit pas seulement des batailles, il perdit l'occasion de dominer l'Europe. Et des millions en payèrent le prix. Cette phrase condense la double défaite, militaire et humaine.
et oblige à examiner avec rigueur les raisons, les dimensions et les conséquences d'une erreur qu'il ne faudrait jamais accepter de répéter. Si ce parcours t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente si tu as aimé la vidéo. Ton soutien nous aide à continuer de partager des histoires qui méritent d'être racontées.